Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre vidéo entretien portant sur le philosophe Ludwig Wittgenstein, peu connu du public francophone et archi connu du public anglophone, anglo-saxon. Alors nous en sommes à notre 13e vidéo entretien, toujours sur le même philosophe. Et nous sommes donc à présenter la seconde manière de Wittgenstein en philosophie. Et nous avons vu un exemple à propos des divers types d'usages où l'on exprime en fait notre incapacité, nos impossibilités. Je voudrais maintenant euh, montrer, explorer la deuxième manière de Wittgenstein en philosophie à propos du thème central de ses recherches en philosophie qui ont abouti, entre autres, en particulier à cette l'œuvre incontournable que sont les recherches philosophiques, publiées, si je ne m'abuse, de manière posthume. Wittgenstein étant décédé là, en 1951, donc je pense qu'il n'a pas publié de son vivant là où il en était dans la rédaction de ces philosophische Untersuchungen, les recherches philosophiques. Donc, en fait, le thème central des recherches philosophiques de Wittgenstein porte sur ce que son commentateur français émérite, disons-le, Jacques Bouvresse, a intitulé Le mythe de l'intériorité. Je vous réfère à son monumental essai sur Wittgenstein, la seconde manière, intitulé donc Le mythe de l'intériorité, un bijou d'interprétation et de compréhension de la seconde philosophie de Wittgenstein, le mythe de l'intériorité. Euh, j'ai lu évidemment les recherches philosophiques de Wittgenstein, entre autres, mais aussi tous les autres textes, grands textes qui ont précédé les recherches philosophiques, dont le cahier bleu, le cahier brun, les remarques philosophiques, les fiches, hein, Zettel, euh, quoi d'autre, bon, différents cours que ces étudiants ont retranscrits dans différents lectures, hein, Wittgenstein Lecture, entre autres d'Alice Ambrose. Mais il y en a un autre aussi, en fait, euh, enfin bref, de la certitude aussi, hein, un ouvrage important. Bon, alors, mais les recherches philosophiques demeurent donc l'ouvrage de premier ordre écrit par Wittgenstein après donc la rédaction du Tractatus. 10 ans plus tard, il se remet à la philosophie et je pense que le premier ouvrage qu'il rédige, ce sont les remarques philosophiques. Philosophische Bemerkungen.
Euh, Date des années 30, 31, je me souviens plus exactement. Puis bien évidemment, le cahier bleu et le cahier brun. Et au fond, euh, tout, euh, tout tourne autour de cette idée que la pensée est dominante et centrale, l'activité mentale de conscience ou encore intentionnelle est source de de toute pensée et de toute vérité. Donc, à la bonne vôtre. Or, plusieurs années après avoir étudié Wittgenstein à l'université et l'avoir étudié de fond en comble personnellement, ayant pris cet auteur comme étant un auteur, penseur remarquable. J'ai été fasciné par Wittgenstein, autant le premier que le second. Alors, par la suite, j'ai évidemment, tout en étant enseignant en philosophie, je me suis évidemment intéressé à d'autres philosophes, dont les philosophes modernes. René Descartes, évidemment, et David Hume, hein, qui est sans doute le plus grand philosophe anglais avec de réputation mondiale, internationale, tout comme Bertrand Russell, auquel Russell, entre autres, emprunte beaucoup. Mais m'intéressant particulièrement à la philosophie de l'art, et en particulier à la philosophie de la musique, j'ai été amené à lire le philosophe d'origine suisse, Jean-Jacques Rousseau. Donc, 1712-1718, un monument de la philosophie moderne, hein, un philosophe, comme on disait à l'époque, auteur évidemment d'un traité politique majeur, le contrat social, publié en 1762, la même année d'ailleurs que l'Émile, hein, dont il sera question tantôt. Ensuite de ça, évidemment, le discours sur l'origine de l'inégalité, publié 7 ans plus tôt, en 1755. Voilà. J'ai donc été amené à m'intéresser en particulier, puisque Jean-Jacques Rousseau était non seulement philosophe, mais compositeur. Hein. Il a écrit un opéra, dont j'oublie le titre. Est-ce que le paysan? Enfin bref, je vérifierai. Ah, donc, Jean-Jacques Rousseau a contribué à l'encyclopédie et de D'Alembert et Diderot. Et donc, il collabora à l'encyclopédie concernant principalement des articles, des textes touchant la musique. Et en tout cas, si vous ne le savez pas, hein, Jean-Jacques Rousseau fut l'un des protagonismes dans la fameuse querelle des bouffons qui marqua la scène musicale française, à Paris en particulier,
où il y avait deux camps, hein, le camp des, on pourrait dire le camp des anciens et le camp des modernes. Et évidemment, Jean-Jacques Rousseau fait pris parti pour le camp des modernes contre le camp des anciens, principalement représenté par le grand musicien Jean-Philippe Rameau. Alors donc, j'ai été particulièrement frappé, étonné, et j'ai eu beaucoup d'intérêt à lire ce débat, cette querelle des bouffons, qui oppose en fait deux conceptions philosophiques de la musique, celle de Rousseau faisant valoir le rôle central, essentiel du sentiment dans la musique, contrairement à Rameau qui faisait valoir, tout comme Descartes d'ailleurs, le rôle essentiel, fondamental de la raison, de l'harmonie. L'harmonie musicale étant l'expression de la raison. Alors que pour Rousseau, hein, c'est d'abord l'émotion primitive qui est à l'origine de la musique. Hein. Et son opéra, donc, je pense que c'est le titre, le paysan rural. En tout cas, je chercherai le nom. Et donc, Rousseau défend une conception, pourrait-on dire, sentimentaliste. C'est un des premiers romantiques hein, français. Et donc, le rôle du sentiment, comme en Allemagne, Goethe va être aussi le représentant du Sturm und Drang, tempête et je me souviens plus de l'autre tempête et enfin dont le roman hein, les souffrances du jeune Werther en sont le témoignage hein. Tempête et violence, je ne sais pas. Donc, Rousseau est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Hein. Au plan musical, nous sommes tous d'accord avec ce que soutenait à l'époque Jean-Jacques Rousseau, à l'effet que l'artiste, en particulier le compositeur, le musicien, ne fait qu'exprimer hein, son état intérieur, son état d'art. C'est fondamental pour Rousseau. Mais l'endroit, le texte, l'essai où Rousseau exprime de manière, je dirais, vraiment extraordinaire. J'ai toujours ce texte en tête. C'est tiré de l'Émile ou de l'Éducation. Hein. Il y a au livre 4, il y a la profession de foi du vicaire de Savoyard.
Donc, ça se trouve dans le livre 4 de l'Émile. C'est un texte de haute voltige philosophique. Un des rares. En tout cas, il est à un niveau. Il se situe, Rousseau, dans un niveau tel que juste ce texte-là le place comme étant un des grands, à mes yeux en tout cas, comme étant un des grands philosophes de tous les temps. Donc, la profession de foi du vicaire savoyard. Donc, on a ça dans le livre 4 de l'édition Gallimard, Folio, publié en 1969. Donc, à la page, des pages 401 et jusqu'à la fin du livre 4, ça va loin. Donc, c'est un texte encore remarquable. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que Rousseau y écrit, mais le niveau intellectuel auquel il parle est absolument remarquable. Et moi, en tout cas, c'est un livre, c'est un texte que je ferai lire à tout étudiant. Et vraiment, là, pour saisir le caractère hautement métaphysique auquel l'esprit humain peut accéder. Moi, je ne suis pas du tout rousseauiste, absolument pas. Mais, en tout cas, dans ce texte-là, je le tiens comme étant un des plus grands philosophes. Et il mérite, ce texte-là mérite une étude particulière. Il est question de métaphysique et à partir de ces considérations métaphysiques, de ce niveau d'abstraction, Rousseau présente sa conception de la religion. Une conception, encore une fois, qui est fondamentalement qu'il faut qualifier de sentimentaliste ou encore d'émotiviste ou encore, pourrait-on dire, d'expressionniste. Parce que la base fondamentale de Rousseau, c'est la sensibilité, le sentiment. Et il y a cette phrase qui résume tout du livre 4 de la profession de foi du vicaire savoyard. Nous l'avons dans l'édition en poche de Gallimard, à la page 436, tout à fait en haut, premier paragraphe. Je cite: Exister pour nous, c'est sentir. Notre sensibilité est incontestablement antérieure à notre intelligence. Et nous avons eu des sentiments avant des idées. Ça, c'est... Comment dire? C'est la thèse, appelons-la comme ça, épistémologique fondamentale de Rousseau, de son sentimentalisme, de son émotivisme, de son expressiviste, de son expressionnisme. Et il y a cette autre phrase, je peux tomber dessus rapidement. Ah oui, à la page 10 pages plus précédente, Rousseau écrit: Je sens mon âme
je la connais par le sentiment et par la pensée. Oh, que cela est intéressant. Et malheureusement, Wittgenstein, qui était philosophe, n'avait pas beaucoup de connaissances concernant l'histoire de la philosophie. Il savait s'il avait lu Rousseau, hein, je pense qu'il serait tombé en bas de sa chaise. Il aurait vu, en fait, il aurait compris que toutes ces considérations, ces recherches philosophiques visent à défaire, à dénouer passez-moi l'expression, une expression que Wittgenstein utilise, je crois, dans les remarques philosophiques, la crampe mentale que se faisait Rousseau, hein, concernant la base fondamentale, donc, de la sensibilité. Alors, dans un prochain entretien vidéo, ben, je vais creuser à fond, à l'aide de Wittgenstein, hein, la perplexité qu'engendre la position épistémologique de Rousseau. Et je tiens à souligner, avant de terminer, que nous en sommes là aujourd'hui, que notre philosophie postmoderne est foncièrement incontournablement rousseauiste, c'est-à-dire émotiviste, expressiviste, comme tel que l'a formulé Jean-Jacques Rousseau. Et je répète, c'est tellement important, ce mot de Rousseau, hein, que j'ai lu tantôt, je le répète, 436. Exister pour nous, c'est sentir. Hume dirait feel, to feel it. D'ailleurs, les deux se sont rencontrés, ça a malheureusement mal tourné, mais les deux sont du même avis. Hein. Il y a un sentir, il y a une sensualité, pour ainsi dire, dans les philosophies de Rousseau et de Hume. Donc, exister pour nous, c'est sentir. Notre sensibilité est incontestablement antérieure à notre intelligence. Et nous avons eu des sentiments avant des idées, avant d'avoir des idées. Alors, pour avoir lu et étudié Wittgenstein, je pense que c'est exactement ce que visait à montrer Wittgenstein, à défaire la perplexité dans laquelle on s'engage lorsque l'on souscrit, comme Rousseau, au mythe de l'intériorité. Et ce mythe-là, il n'est pas disparu. Au contraire, nous allons le voir dans d'autres entretiens concernant la notion de genre, gender en anglais, qui est devenue une thèse majeure de la philosophie postmoderniste. Alors, on se laisse là-dessus pour mieux revenir sur Jean-Jacques Rousseau et l'analyse du langage ordinaire que Wittgenstein va élaborer
pour dissoudre la perplexité qu'engendre la thèse du mythe de l'intériorité. À la prochaine.